Quittant Vétheuil tout chargé de mélancolie, Monet passe par Poissy avant de s'établir à Giverny où il restera jusqu'à la fin de sa vie. Mais à Dieppe, à Pourville, à Étretat surtout, où il transporte son chevalet, sa palette s'éclaircit peu à peu au spectacle de ce grandiose paysage marin. Partant de tons désolés avec lesquels il brosse les falaises abruptes et déchiquetées, il passe progressivement au vert émeraude et au bleu turquoise d'une mer presque joyeuse. Et puis regardez l'herbe de ce pré, qui semble frémir sous l'espoir d'une renaissance. Maupassant raconte: j'ai vu cet homme prendre à pleine main une averse abattue sur la mer et la jeter sur la toile. Et c'était bien de la pluie qu'il peignait ainsi, voilant le ciel, les vagues et les rochers, à peine visibles sous ce déluge. Rasséréné, Monet peut alors se confronter à des paysages encore plus sauvages. De Belle-Île, il écrit à Berthe Morisot: l'océan est si beau que je me suis embarqué dans une quantité d'études, et plus je vais, plus je suis émerveillé. Après l'étoile déjà dramatique d'Étretat, il donne aux eaux bretonnes tourmentées des reflets mauves jaillissant sur les falaises jusqu'à leur donner leur couleur, les emportant dans une même furie déchaînée. Les premières œuvres peintes à Giverny frappent pourtant par leur sérénité, leur douceur. Monet semble y retrouver un peu de ce lyrisme tranquille qui avait accompagné la période d'Argenteuil. Un voyage à Antibes consacre ses retrouvailles définitives avec la couleur. La subtile harmonie des bleus et des verts du ciel, de la montagne et de la mer dans l'étoile qu'il ramène de ce séjour, achève de nous convaincre que Monet va mieux. Son talent commence d'ailleurs à être reconnu et Octave Mirbeau écrit à son sujet: l'art s'efface, nous ne sommes plus qu'en présence d'une nature vivante, conquise et domptée par ce peintre miraculeux. Monet a 50 ans, il entame sa série des grandes heures de la vie du monde, comme l'écrit Henri Faucillon. Les meules, les peupliers, tout lui est prétexte à tenter de rendre les multiples effets lumineux du temps, les variations de l'atmosphère. Il pioche selon son propre mot, il s'entête et se désespère l'âge venant de sa lenteur à travailler, de son impossibilité désormais à suivre la course du soleil, à restituer l'instantanéité. Les réussites succèdent aux échecs et inversement, mais peu importe le sujet, c'est la lumière qui compte, c'est elle qui transcende l'objet et lui donne sa transmissible féerie. Ainsi Kandinsky, devant l'une des meules, aura-t-il la révélation des pouvoirs magiques de la peinture. Croyant se rendre à Rouen pour un court séjour, Claude Monet va en fait y passer des mois, dans une chambre place de la Cathédrale, réalisant 20 toiles parmi les plus étonnantes de l'histoire de la peinture. Cette fois-ci, c'est la pierre immuable, qui va servir de base à un véritable manifeste de l'éphémère, que l'ami Clémenceau baptisera la révolution des cathédrales et qui éblouira Picasso. Quoi de plus étonnant en effet, de plus abouti que cette série de métamorphoses colorées de formes, se désagrégeant tour à tour sous l'action de la lumière changeante, jusqu'au point parfois de faire de la cathédrale une architecture abstraite. Le motif est pour moi chose insignifiante, confie Monet à un proche. Ce que je veux peindre, c'est l'espace qu'il y a entre le motif et moi. Durant les 20 ans qui lui restent à vivre, dans son jardin de Giverny, poussé par ce qui semble être une sorte de vertige immatériel, et aussi sans doute par une vue déclinante et une rêverie qui augmente d'autant, Monet va emmener l'impressionnisme jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Des décennies plus tard, je ne peux penser sans frissonner au choc ressenti à la vue des 8 panneaux géants de Nymphéa exposés au musée de l'Orangerie. Plus qu'à Honfleur, plus qu'à Sainte-Adresse, plus qu'à Venise même, Claude Monet a réussi à Giverny le plus fabuleux des mariages entre l'eau et le ciel.